Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau portrait d'espace. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre O'Malley d'Astroscale. Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Quelle est ta profession au sein d'Astroscale? Alors, au sein d'Astroscale, je suis expert senior. Ça veut dire qu'en fait, je sais rien, je fais rien, mais je mets mon nez partout. Non, alors ça c'est pour rigoler. En fait, je mets l'expertise, le savoir que j'ai appris à travers mes longues années au CNES, au service d'Astroscale, pour que l'entreprise démarre sur les chapeaux de roue et qu'on arrive très vite à nos objectifs qui sont de nettoyer l'espace. Parce que justement, à travers ma carrière au CNES, je me suis aperçu que l'espace était vraiment utilisé de plus en plus par tout le monde et tous les jours. Aujourd'hui, je ne sais pas depuis ce matin combien de données spatiales vous avez utilisées, mais c'est colossal. Et il faut qu'on préserve cette capacité-là pour nos enfants, hein. Et donc, il faut qu'on fasse attention aux orbites qui sont de plus en plus encombrées par les nouveaux services qu'on met, mais aussi les services qui ont été mis à travers l'exploration spatiale. Et donc aujourd'hui, il est nécessaire, je pense, d'avoir les capacités techniques d'aller réparer ou enlever des satellites qui sont tombés en panne et donc qui n'ont plus leur place opérationnelle dans l'espace. Et donc il faut libérer l'espace pour pouvoir mettre des nouveaux opérationnels. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé l'année dernière, depuis un an bientôt, de, de venir chez Astroscale pour fabriquer ces satellites qui vont aller nettoyer et réparer les anciens satellites ou les futurs nouveaux satellites. Donc faire des services de réparation. Et tu l'as dit, donc expert senior aujourd'hui chez Astroscale, 20 ans au CNES. On peut se demander quel a été ton parcours académique. Qu'est-ce que tu as fait depuis l'école pour en arriver là, dans D'accord. le spatial? J'ai fait une école d'ingénieur, hein, généraliste. Alors après, avec une spécialité en thermique propulsion. J'ai commencé ma carrière en travaillant sur les moteurs de satellites, donc des petits moteurs qui poussent de quelques newtons. Ça m'a permis de rentrer dans le domaine du spatial. Et puis, bon, l'avantage de la propulsion, c'est que c'est le nerf de la guerre de beaucoup de véhicules. Et donc, ça permet tout de suite d'avoir une vision un peu système du véhicule, de savoir comment on pilote cette propulsion, de voir à quoi ça sert. Et donc, ça permet de grandir, j'ai envie de dire, dans le domaine du spatial pour connaître un peu comment fonctionne le véhicule. Et puis, à travers ça, j'ai aussi eu une activité sur la rentrée atmosphérique, sur l'aérothermodynamique, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors j'en reviendrai tout à l'heure sur il faut être curieux pour travailler dans le spatial, il faut vraiment avoir toujours envie d'en savoir plus, parce qu'on est toujours à la limite de la connaissance, et donc on apprend, on va à l'école, on apprend des choses, on a des bouquins, des théories, des papiers, mais finalement, il y a des fois où on est à la limite de ce que l'on sait, et c'est à nous de créer le savoir en mettant des éléments de base que l'on prend dans la littérature, dans des papiers, dans des thèses, dans du savoir en fait qui est à la limite de la connaissance humaine, et puis qu'on concatène tout ça et on en fabrique une petite brique supplémentaire qui va faire que on progresse comme ça. Donc voilà. Et donc j'ai fait de l'aérothermodynamique qui m'a amené à travailler sur des rentrées martiennes pour des programmes de l'ESA, pour ExoMars par exemple. Et la rentrée atmosphérique, c'est quelque chose qui est très utile pour éliminer les satellites en fin de vie. Parce qu'aujourd'hui, les seules solutions pour enlever un satellite qui nous embête ou qui est tombé en panne, c'est donc de le faire redescendre et de le brûler ou le faire disparaître dans l'atmosphère, puisque comme il arrive à 7 km par seconde dans l'atmosphère, il va commencer à frotter. Et comme il frotte avec les molécules d'air, le satellite il va se mettre à chauffer. Il va chauffer tellement que les matériaux vont brûler ou se décomposer en tout petits morceaux. Et donc, c'est comme ça qu'on élimine aujourd'hui les satellites. Et donc, comme je connaissais les problèmes de rentrée atmosphérique au niveau martien, au CNES à cette époque-là, on s'est dit, tiens, il faut qu'on étudie comment ces satellites brûlent pour savoir si vraiment ils brûlent complètement et qu'est-ce qui va arriver au sol, est-ce que c'est dangereux pour la population. Et donc, je me suis retrouvé dans le domaine des débris en étudiant les satellites qui brûlaient. Et ça, c'est il y a peut-être 15 ans. Et donc, j'ai mis là ce pied dans les débris. Et puis,
au fur et à mesure de travailler avec les débris, je me suis mis à essayer de comprendre d'où ils venaient, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'il fallait qu'on mette en place comme technologie pour pas faire de débris, pour fiabiliser. Et puis à la fin, même si on a des technologies super au point qui font que les véhicules ne tombent pas en panne, malheureusement, il y a toute l'histoire du spatial qui a amené des véhicules depuis 1957. Sputnik, c'était 98% de son temps et de sa masse, ça a été un débris en fait dans sa vie. Et donc tous ces véhicules que l'on a mis là-haut dans la conquête spatiale, et puis les lanceurs aussi qui les ont amenés là-haut, sont pour une grande majorité encore là-haut. Il y a 27 000 objets qui sont issus de cette histoire spatiale et qui sont là-haut et qui, je vais dire, encombrent. Et donc, qui pose maintenant des problèmes pour nos nouveaux satellites. Et donc, le fait d'aller chercher ces véhicules et d'aller les faire disparaître pour avoir un environnement propre pour continuer à exploiter l'espace, c'est ce que j'ai appris qu'il fallait faire. Et donc, à travers ça, j'ai participé à pas mal de réunions internationales, parce que c'est un problème en fait ça qui est international. La population dont je vous parle, des objets qui sont dans l'espace, il y a à peu près 95% des véhicules qui sont chinois, américains, russes. Et les Européens, alors anglais et français, on est les quatrièmes, mais avec 4% des objets. Oui, donc c'est un problème vraiment international. Donc les débris, on ne peut pas en discuter tout seul. Donc il faut en discuter au niveau international. Voilà. Et au niveau international, souvent on disait oui, effectivement, il y a un problème, mais on n'a pas les technologies pour aller les chercher, donc il faut qu'on attende ça. Et donc ces discussions-là m'ont amené à dire bon, ok, j'ai vu Astroscale qui avait la volonté de faire quelque chose réellement, c'est-à-dire pas d'attendre que les régulations augmentent, de dire ben voilà, nous on va créer les technologies pour pouvoir faire ça. Et donc je me suis dit c'est un endroit, c'est the place to be. Si je veux nettoyer, enfin contribuer modestement à la pérennité de l'espace pour les générations futures, c'est après avoir essayé de faire des régulations et de voir les régulateurs qui disent on pourrait effectivement faire ça mais on n'a pas les technologies pour, et je vais voir côté technologie pour dire développons les technologies pour les mettre à disposition des régulateurs pour dire voilà, maintenant on a les technologies, il n'y a plus qu'à réguler. On a les camions poubelles ou les dépanneurs, donc on peut dire qu'on n'a plus le droit de mettre des poubelles ou de tomber en panne. Parce que effectivement, dire qu'il faut ramasser ces débris quand on n'a pas de camion poubelle, ou il faut réparer les voitures, ou réparer les véhicules quand on n'a pas les moyens de le faire, c'est assez délicat à régler. Donc voilà, j'espère comme ça avoir à la fin de ma carrière eu la possibilité d'avoir vraiment atteint les objectifs qui étaient de dire on a mis quelque chose qui est tombé en panne, on l'a réparé, et maintenant voilà, la boucle est bouclée, on peut utiliser l'espace comme on fait ça, comme on fait dans le quotidien pour nous quand on circule en véhicule. Au vu de tout ce que tu viens de nous dire, je me doute un petit peu de la prochaine réponse, mais je te pose quand même la question. Est-ce que le spatial est une passion ? Et si oui, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que cette passion est née ? Alors oui, c'est une passion. Est-ce que je me rappelle ? Non, c'est peut-être dans mon ADN. Okay. T'as pas un exemple dans ta jeunesse d'un truc qui t'a émerveillé, qui t'a fait te dire là j'ai vraiment envie de creuser, de peut-être même travailler dans ce milieu ? Je me rappelle avoir eu pour Noël des livres, un livre en particulier qui expliquait le système solaire. Et donc de voir ces photos là de Jupiter, de Saturne. Et à l'époque, on n'avait pas envoyé encore des sondes, on était en train, mais on n'avait pas les photos qu'on a aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez inaccessible et qui a fait que ça m'a peut-être poussé de façon inconsciente à faire ces études d'ingénieur et de me pousser vers la science. Et en fait, je pense que c'est plutôt ce qui m'a poussé vers l'espace, c'est plutôt d'essayer de comprendre les choses. Pourquoi on est sur Terre, mais c'est quoi la Terre, mais elle est où la Terre, elle est là, et puis donc c'est cette espèce d'aspiration à comprendre les choses et à prendre du recul, mais j'ai pas un déclic particulier comme peut-être mes parents qui ont vu le premier pas de l'homme sur la Lune,
Non, non, moi, finalement, c'est un truc qui, je pense, qui était directement dans mon ADN, je pense. Ok. Et tu nous as dit, donc tu as eu un changement dans ta vie professionnelle récemment, tu es passé du CNES à Astroscale, et si tu te projettes dans 5 ans, disons, où est-ce que tu te vois et qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli durant ces 5 prochaines années? Eh ben, comme je te disais juste précédemment, hein, dans 5 ans, ça correspondrait à notre capacité de mettre en place un service pour aller chercher des véhicules qui sont en panne ou qui nous embêtent pour faire des opérations. Donc si dans 5 ans, on a fabriqué en France un véhicule qui est capable d'aller attraper un autre véhicule qui est tombé en panne, et alors, je vais même dans 5 ans, c'est peut-être, je sais pas si on va y arriver dans 5 ans, mais si On tu peut me dis dire dans 5 à 10, 10 allez, ans. 5 à hein, 10 ans. dans 5 ans, attraper le véhicule et puis le descendre, je pense que, enfin, on est capable de le faire, c'est dans nos plans. Mais le réparer sur place, ça serait un super challenge. Mais de toute façon, c'est dans nos feuilles de route, j'ai envie de dire, hein, nos roadmaps, que dans 10 ans, on soit capable de faire ça. Et que on fabrique aussi maintenant des véhicules qui soient fabriqués et conçus pour être réparables. Parce que bien sûr, dans les, enfin, entre un garage où on a tous les outils à disposition et toutes les compétences, et puis dans un endroit, enfin, on n'a qu'à imaginer un garage au milieu du désert. Déjà, il n'y a pas de garage, mais donc quand vous avez à réparer votre véhicule avec juste ce que vous avez emmené, c'est beaucoup plus difficile. Et nous, on est dans cette configuration dans l'espace. Le problème de l'espace, c'est qu'il est immensément grand, c'est cher d'y aller. Et donc, il faut qu'on mette en place des systèmes qui soient capables de réparer des véhicules, mais de façon autonome. Et donc là, aujourd'hui, avec ce que l'on voit dans l'explosion des sciences numériques et donc alors on pourrait appeler ça l'intelligence artificielle, mais c'est pas l'intelligence artificielle, c'est les logiciels de traitement de grosses données. Enfin bon, peu importe, appelez ça logiciel artificiel. L'intelligence artificielle, c'est ce que l'on essaye au quotidien là, nous, d'implémenter dans nos algorithmes pour justement rendre ces véhicules autonomes et donc qui soient capables de faire des tâches alors, dites simples, mais de façon autonome, et qu'il ne nous reste plus qu'à nous, humains, à faire les tâches compliquées, qui coûtent cher et qui demandent un investissement encore plus fort. Voilà. Donc, dans 10 ans, j'espère qu'on ait une flotte de véhicules qui soient des garagistes de l'espace et donc qu'on appelle Astroscale parce que j'ai un panneau qui s'est pas qui s'est mal déplié ou que je suis tombé en panne d'ergol et que donc du coup il faut qu'on m'amène à la station ou voilà, ça serait pas mal. On a bien compris, rendez-vous dans 10 ans pour en reparler. Et j'aurais une dernière question. Aurais-tu un conseil pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans une carrière spatiale, quel que soit le domaine? Quel serait ce conseil que tu leur donnerais? Alors, je leur dirais d'être curieux. D'être curieux et de ne pas... comment dire, de prendre du recul, enfin du recul, c'est facile à dire en début de carrière, c'est difficile de prendre du recul, mais de ne pas avoir peur de ses ambitions, en fait. Et que le spatial, il y a toutes sortes de métiers, et que même si ça reste un rêve, hein, c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est du bon sens, c'est de la qualité. C'est finalement tous les autres métiers qui sont juste appliqués au spatial. Et donc, en un mot, ça serait curiosité et... voilà, en un mot, c'est curiosité. Et puis sinon, après, de pas... Enfin, ce que j'appelle dans la curiosité, c'est aussi l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire dire, voilà, j'ai un problème. Mince, je vais aller voir... qui peut m'aider à résoudre le problème. Oui, certes, mais aussi se dire, tiens, mais c'est quoi ce problème et comment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour résoudre ce problème. Et puis, tiens, ok, c'est un problème qui est sur un sujet que je connais pas, et ne pas hésiter à se documenter. Aujourd'hui, l'avantage que l'on a par rapport à nos parents et grands-parents, c'est qu'on a accès à la documentation. Instantanément. À l'époque, il fallait aller à la bibliothèque universitaire, il fallait chercher des bouquins, il fallait trouver des trucs. Aujourd'hui, on a accès à tout. Et donc, on est capable, finalement, par la curiosité, de résoudre des problèmes et de récupérer de l'info.
Alors bien sûr, aller en cours et d'apprendre des choses structurées, d'apprendre à penser, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à aller chercher la documentation. Mais après, passer au mode où je m'auto-documente, j'ai cherché l'info là où elle est et je m'auto-alimente d'informations pour résoudre mes problèmes. Et plus j'ai de l'information en moi, et plus je suis capable de résoudre des problèmes complexes. Et le spatial, c'est fait de problèmes complexes, et donc du coup, faut lire de la documentation. Il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à se documenter et à aller creuser. Merci beaucoup Pierre. Avec plaisir. Je récapitule, donc Pierre O'Malley, expert technique senior à Astroscale, et on retrouvera bien sûr Pierre dans notre prochain podcast, et à très bientôt. À très bientôt.